Ok, bon, ben c'est parti. Hein. Officiellement, dans ce cas-là, on démarre ici. Bonjour, bienvenue à tous sur le podcast Biomécanique. Aujourd'hui, un invité surprise, une bonne nouvelle. Francis Lalanne sur le podcast. Bonjour Francis. Bonjour Jérôme. Je suis très heureux d'être face à toi. Ça fait plus d'un an et demi que j'ai pas répondu à des questions. Je suis un petit peu rouillé, mais ça me fait plaisir d'avoir une conversation avec toi. Voilà, je suis très très content d'être face à toi. Ben écoute, c'est top. Alors, comment ça s'est passé? Au souvenir, c'est Dieudonné qui m'a donné ton numéro, ton contact. Il y a plus d'un an de cela, et on avait échangé quelques messages. Et puis, je t'ai un peu relancé dernièrement parce que j'ai eu envie un peu de t'avoir sur le podcast parce que je suis retombé sur une vidéo, mais je t'en avais parlé, tu sais, quand on s'était appelé, sur la vidéo où tu étais passé sur le plateau de Cyril Hanouna, sur un passage où j'avais trouvé que j'avais trouvé violent. On pourra peut-être y revenir après un peu sur les médias, sur le grand public, des choses dont tu as essayé un petit peu de t'extraire. Et donc il y a pas mal de sujets sur lesquels j'ai envie de revenir, un peu de ta perception des choses, un peu de l'humanité aussi. Est-ce qu'il y a pas un peu une fin d'humanité en ce moment généralisée, d'humanisme aussi, tu vois, d'une certaine façon. Est-ce que je peux te demander de te présenter simplement? J'aime bien faire ça avec tous mes invités, Mais même les plus connus, on va dire, les plus populaires, pour savoir un petit peu ce qu'ils veulent dire, ce qui permet de lancer un petit peu le podcast. écoute, moi, sur mes papiers, j'ai mis poète parce que c'est ce que je pensais être, un poète, tout simplement. Voilà. J'avais écrit dans une de mes chansons, ce que je voudrais, c'est être la voix de tous ceux qui n'ont pas la parole. Et dans une de mes premières interviews dans le Matin de Paris, j'avais dit, moi, ce que je veux, c'est parler des gens aux gens. Ça, c'est être poète pour moi. C'est-à-dire que le mot poiein en grec, signifie j'agis. Mais j'agis dans le sens de mon imagination, certes, mais j'agis. Le poète, étymologiquement, il agit. Et pour moi, ça a toujours été très important d'être à la fois celui qui écrit, celui qui dit, celui qui cherche à améliorer la vie du monde à travers ce qu'il écrit, mais celui qui agit aussi dans la vie pour le faire, c'est-à-dire être un poète et un citoyen aussi. Pas simplement le gars qui dit faucon yaka et qui reste dans son coin, dans sa tour d'ivoire et qui monte pas sur la barricade. Pour moi, à partir du moment où j'invite les gens à se révolter, il faut que je me révolte avec eux, que je sois dans la rue avec eux. Je peux pas être derrière mon bureau à dire allez-y les gars, révoltez-vous, et puis moi rester à l'écart de tout ce que je prêche. Donc en tant que prêcheur, en tant que poète, pour moi ça a toujours été très important d'être dans l'action. Mais être dans l'action, c'est être poète pour moi. C'est-à-dire que c'est pas simplement créer de la poésie écrite, c'est aussi agir dans le sens de ce qu'on écrit. Un poète, il a un pied dans sa tête, hein, comme disait Rimbaud quand il disait moi j'ai chaussé les semelles de vent, mais il doit avoir un pied dans la rue, avec les gens qui sont dans la vie réelle. Il ne peut pas s'extraire du monde comme ça pour dire au monde oui, il faudrait changer le monde. Non. Si tu veux changer le monde, que tu sois poète, charcutier, ingénieur, gendarme, médecin, pompier, il faut que tu agisses dans le contexte de la vie réelle, que tu portes ton action là où se trouve la concrétude du monde. La poésie, elle peut pas être que abstraite, elle doit à un moment donné se traduire par des actions concrètes. Et moi, c'est comme ça que je me définis comme poète, pas simplement celui qui écrit, mais celui qui agit dans le sens de ce qu'il écrit. Alors parfois on a tendance à penser que le terme poète est assimilé un peu ou même l'artiste de manière générale, à un idéaliste, à quelqu'un qui aimerait que le monde soit de telle façon parce qu'il serait plus beau.
Est-ce que tu te considères comme un idéaliste et quelle part de rationalité tu as? Souvent, on oppose un petit peu l'idéalisme du rationalisme. Où c'est que tu te situes un petit peu entre les deux, toi? Alors, là où je t'ai dit, c'est-à-dire que oui, quand on dit ouais, lui c'est un poète, sous-entendu c'est un rêveur, tu vois. Et d'ailleurs, quand on dit rêveur, on le dit de manière péjorative, alors que l'histoire du monde est l'histoire d'un rêve réalisé. D'abord, tu rêves et ensuite tu réalises ce dont tu rêves, tu vois. Un jour, l'homme a rêvé qu'il allait voler et puis un jour, il a volé. C'est dans l'ordre de l'évolution du monde, le rêve vient toujours avant la réalisation de ce rêve. Et sans ce rêve, bah, tu ne réalises pas le rêve, donc tu ne fais pas advenir le rêve à la réalité. Le rêve est le berceau de la réalité. Et ça a été ainsi dans toute l'histoire du monde. Et c'est très intéressant que les gens disent oui, c'est un rêveur de manière péjorative. Mais pour moi, le rêve est le premier pas vers la réalité à naître, non pas celle d'hier, mais celle de demain, celle qui vient, celle qui arrive, celle vers laquelle on tend, celle qu'on peut susciter par son action. Donc, comme je te disais, pour moi, être dans l'action, c'est être poète. Donc, je suis un poète citoyen. Donc, moi, je considère, pour reprendre la question, ce que toi tu appelles l'idéalisme, moi j'appelle ça l'utopie. C'est-à-dire que en fait, être idéaliste, c'est vouloir faire en sorte que ces idées deviennent aussi celles des autres, qu'on puisse les partager, qu'on puisse les aménager, les amender par une relation autour de ces idées, une relation protonique autour d'un noyau qui est l'idée, et où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Moi, je vais plus loin. Enfin, plus loin. Enfin, je pousse un peu ce bouchon-là. C'est-à-dire que moi, je considère que l'utopiste, c'est celui qui va créer la réalité de demain, parce que je vois pas l'utopie comme la projection d'un rêve impossible. Moi, je vois l'utopie avant tout comme la critique de l'existant. C'est-à-dire, une utopie, c'est une projection du monde tel qu'on le rêve, parce qu'on considère que celui dans lequel on vit n'est pas conforme à ce qu'il devrait être, pour le bien des autres, pour le bien de l'humanité. Et donc, de tous, oui. En projetant le rêve d'un autre monde, on commence avant tout par critiquer celui dans lequel on vit. Et c'est parce qu'on le critique qu'on veut le changer, et c'est parce qu'on veut le changer qu'on va projeter une image du monde qui est une autre image du monde, et qui pour beaucoup de gens, au moment où on la projette, parce qu'on est un petit peu d'avance sur la réalité, ben c'est quelque chose d'irréalisable et qu'on finit par réaliser parce on est allé jusqu'au bout de son rêve. Voilà. Et alors aujourd'hui, après les nombreux combats que tu as essayé de mener, et avec le silence récent, tu m'as dit que ça faisait plus d'1 an que tu t'étais pas exprimé, que tu t'étais éloigné un petit peu de tout ce qui était médias, intervention publique. Tu vas pouvoir me dire pourquoi après, pourquoi t'as voulu t'éloigner et pourquoi aujourd'hui tu t'es dit, bah tiens, sur le podcast avec Jérôme, je vais pouvoir m'exprimer. Mais avant ça, c'est quoi aujourd'hui ton rêve? Ou alors qu'est-ce qui ne va pas? Alors il y a plein de choses qui vont pas, hein. Tout le monde est capable de dire ça va pas, ça va pas. Mais pour toi, quel est le sujet principal aujourd'hui qui ne va pas dans le monde actuellement? Et quel est le rêve où t'aimerais faire tendre cette réalité? Il y a beaucoup de questions dans ta question. On les prend les unes après les autres. Tu pioches et je reviendrai. Mais je vais essayer de classer et répondre à toutes ces questions que tu viens de me poser. La première, tu m'as posé une question sur mon silence. C'est vrai que là, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais où t'es passé, Francis ?» En été, alors, je vais revenir sur l'été après. Mais d'abord, si tu peux me faire l'amitié de diffuser une de mes dernières chansons, j'explique exactement pourquoi j'ai pris un peu de recul par rapport à mes actions citoyennes. J'ai écrit une chanson qui s'intitule « Il ne me reste que la musique ». Si tu veux, je ne sais pas si ça s'inscrit dans ce que, j'allais dire, dans ta ligne éditoriale, mais si tu peux diffuser cette chanson, c'est la meilleure réponse à cette question.
tu vois. Ben regarde, attends. Ce qu'on va faire, c'est que en post-prod, on pourra pas la diffuser parce qu'il y a pas d'encart qui est fait. Une fois que j'enregistre, en fait, il y a pas de coupe qui est établi. Mais ce que je vais faire, c'est que je peux en diffuser un petit passage là pendant qu'on enregistre. Je vais la retrouver. Je vois le clip là qui est sorti il y a 5 mois. Oui. Donc attends, je configure un petit peu le truc. Dis-moi un petit peu plus. Donne-moi un peu le contexte de cette chanson, le temps que je. Le contexte de cette chanson, c'est les paroles. C'est que voilà. Je me suis beaucoup battu sur les barricades, finalement au détriment de ma création, et que là, j'ai décidé de reprendre le combat par l'art, plus que par la rue. C'est-à-dire de reprendre mes activités de poète, de publiciste, voilà, comme le disait Jean Cocteau, redevenir celui qui invente la réalité, tu vois. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup fait dans la rue, et que maintenant je reprends un petit peu le chemin de la plume, voilà. Mais c'est pas définitif, c'est une étape qui est un retour à mes activités d'artiste, voilà, dans un premier temps, plus que à mes activités d'activiste citoyen que j'ai mené en dehors de mon activité artistique, à côté de mon activité artistique, parce que j'ai jamais mélangé l'un et l'autre, tu vois. J'ai jamais mélangé ma vie d'activiste citoyen et mes activités de poète, chanteur, acteur. Je mélange pas les deux. C'est en face, c'est les gens que je combats qui mélangent les deux, et ils ont tort de faire ça. Voilà. Donc, je me suis beaucoup engagé dans la rue, et là, je me réengage moi-même dans une voie artistique, parce que je sais aussi que ça manque beaucoup aux gens qui m'aiment, qui me suivent en tant qu'artiste depuis très longtemps. Ça leur manque mes chansons, ça leur manque mes concerts, etc., etc. Bon. Ouais. Ensuite, il y a eu une deuxième chose. Il y a eu le fait que, à un moment donné, j'ai pris complètement à mon compte la libération de Paul Watson. C'est-à-dire que je me suis engagé à fond, j'ai arrêté ma vie alors que j'étais en train d'enregistrer un album pour me consacrer à la libération de Paul Watson. Et j'ai créé un collectif d'artistes, de 60 artistes. Ce collectif a chanté une chanson que j'ai écrite pour la libération de Paul Watson, a fait des teasers demandant la libération de Paul Watson. Et moi, en tant que représentant de ce collectif, j'ai obtenu les éléments qui ont permis de faire en sorte que Paul Watson soit libéré avant Noël. Bon. C'est sûr que pendant cette période-là, qui n'est pas totalement finie parce que je suis encore en train d'agir pour que Paul Watson soit définitivement à l'abri de ce qu'il a subi ces derniers temps, mais en tant que représentant d'un collectif d'artistes, je ne pouvais pas continuer à agir à côté de ça individuellement. Parce que toutes mes actions, forcément, auraient des retombées sur le collectif. Tu vois, quand tu t'embarques dans une cause, pour défendre une cause, et que la personne qui te représente a des prises de position qui sont pas en accord avec tes valeurs, ben, t'as le cul entre deux chaises. À la fois, tu t'engages dans une cause, et puis après, tu as à répondre de ce qu'a dit ou fait la personne qui représente le collectif. Donc moi, j'avais donc un devoir de réserve pour l'action que j'ai menée avec le collectif pour la libération de Paul Watson. Je me suis imposé un devoir de réserve par respect pour tous les artistes qui m'ont suivi et qui sont venus à ma demande se joindre à moi dans ce collectif après que je sois parti au Groenland pour soutenir Paul et puis revenir ici, enregistrer la chanson, diffuser la chanson. Là, tu vois, c'était typiquement une action qui relève de l'art, hein, de l'action poétique et pas politique. Mais l'action poétique, elle devient politique à partir du moment où elle cesse de s'inscrire dans le débat politicien. Et là, moi, vis-à-vis de tous mes confrères et de toutes mes consoeurs
qui ont accepté de me suivre dans cette aventure pour la libération de Paul Watson et qui ont fini par l'obtenir via ce collectif que nous avons formé ensemble, je me suis imposé un devoir de réserve. C'est-à-dire, je me suis dit, pendant toute cette période, Francis, c'est pas que tu renonces à tes propres combats, mais tu renonces à prendre des positions qui pourraient mettre dans l'embarras toutes les personnes qui t'ont suivi dans ce projet. Et c'est vraiment la moindre des choses que je leur devais, si tu veux, parce que ils ont eu le courage aussi, si tu veux, de se joindre à moi dans cette aventure, dans une période où je suis plus que controversé, tu vois, dans une période où je fais partie des gens qui sont sur les listes noires du pouvoir en place, du régime en place. Donc vraiment honneur à tous ces artistes qui m'ont suivi, les chanteuses, les chanteurs, les actrices, les acteurs qui m'ont suivi, parce qu'ils ont eu aussi ce courage, le courage de me suivre, alors que j'étais pas en odeur de sainteté vis-à-vis du pouvoir et du régime en place. Donc je me suis obligé au silence sur tous les autres sujets que j'ai abordés, pour lesquels j'ai combattu et pour lesquels je n'ai pas cessé de combattre ou d'agir, mais publiquement, voilà. C'était important que je représentasse ce collectif et pas Francis Lalanne individu. Donc, tant que je serai dans cette configuration qui fait de moi le représentant d'un groupe, je dois, par respect à ce groupe, je dois me tenir à ce devoir de réserve. D'où le silence. Avant de continuer l'épisode, j'ai quelque chose d'exclusif à vous proposer. Si vous aimez le podcast Biomécanique, alors vous allez adorer la lettre Biomécanique. C'est un petit peu la version cachée du podcast, réservée à mes abonnés. Chaque début de mois, j'y partage mes meilleures découvertes pour optimiser votre santé, améliorer vos entraînements et augmenter votre longévité. Vous trouverez aussi des réflexions personnelles sur des sujets controversés et des anecdotes inédites sur le podcast que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Je dévoile aussi mes recommandations personnelles en termes de livres, de films, de documentaires que je considère qu'il ne faut pas manquer. C'est gratuit, ça se lit en quelques minutes et si ça vous plaît pas, vous pouvez vous désinscrire en un seul clic. Alors pourquoi pas essayer? Mais attention, chaque newsletter n'est envoyée qu'une seule fois et si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous avez déjà manqué toutes les précédentes. Donc pour ne pas louper la prochaine, faites dérouler la description, cliquez sur le dernier lien qui s'affiche et rejoignez de suite la lettre Biomécanique. Très clair. Et la dernière chose aussi qui fait que on m'entend plus beaucoup, c'est que je travaille surtout à l'étranger. Et je travaille surtout à l'étranger depuis que j'ai pris les positions qui m'ont fait mettre au banc du monde médiatique par les représentants actuels du pouvoir politique et qui opèrent dans les médias mainstream. Voilà, il faut appeler les choses par leur nom. Il y a eu une blacklist dans lesquelles figuraient aussi des artistes, et pas beaucoup parce qu'on n'a pas été nombreux à se rebeller contre ce régime. Je suis tout en haut de cette blacklist avec d'autres artistes que je ne nommerai pas parce qu'ils ont assez d'emmerdements comme ça, mais qui sont mes amis en plus, dont tu as été toi-même un intervieweur, on va dire comme ça, on va faire ce néologisme en français. Et donc du coup, difficulté pour alors impossibilité d'avoir accès aux médias conventionnés. Donc du coup, c'est-à-dire que quoi, il ne t'invite pas ou alors il te refuse? Ah non, c'est de la censure pure et simple. Moi, pendant 45 ans, comment ça se passe? Ça se passe que pendant 45 ans, pratiquement un demi-siècle. Chaque fois que je sortais un album ou un livre, j'étais invité dans toutes les émissions. Quand je m'engageais politiquement, j'ai toujours été traité avec beaucoup d'égards et d'attention par les journalistes qui s'intéressaient à ma démarche. Mais depuis l'arrivée d'une certaine personne au pouvoir, comme tous les Français qui n'ont pas voulu, se ranger à sa vision du monde, et pas que les artistes, les soldats, les soignants, les médecins, tous les gens qui n'ont pas été d'accord avec le pouvoir politique se sont retrouvés dans une situation d'exclusion. Ils ont été exclus, ils ont été bannis. Un bannissement, c'est à la mode. Tu sais, tu es ban. Ils disent comme ça maintenant. C'est-à-dire, voilà, par exemple, même sur les réseaux, tu prononces certains mots, tu es ban.
C'est-à-dire qu'on est rentré dans une société où si tu n'es pas d'accord avec le pouvoir, on te bannit. J'ai été banni, mais je suis pas le seul à avoir été banni de mon secteur socio-professionnel. Je veux dire, mon sort, il n'est pas pire que celui des soignants suspendus qui se sont retrouvés privés de travail parce qu'ils refusaient de s'injecter dans le corps un produit dont ils ne savaient rien, en violation de l'article 16 du Code civil. Ce que je veux dire, c'est que pendant cette période, je me suis retrouvé dans une situation où l'accès à mon milieu professionnel devenant impossible, je me suis exilé pour travailler. Donc, je chante en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Hollande, en Belgique, en Suisse, parfois en Amérique du Sud. Là, bientôt, je vais partir pour un grand concert à Miami avec un grand chanteur. Voilà, je t'en reparlerai, américain. Mais dans mon pays, la France, je peux plus travailler pour l'instant. C'est-à-dire que j'attends que les gens qui nous gouvernent actuellement soient dégagés par quelqu'un, c'est-à-dire soit par une opposition si elle se réveille, soit par le peuple s'il se réveille, soit par les gens s'ils se réveillent. Mais tant qu'on sera dans ce contexte-là, où la parole sera bridée, où l'opposition deviendra sera tellement bâillonnée que les gens qui veulent s'opposer deviendront des dissidents, pour ne pas dire des terroristes, je ne pourrais plus tout à fait m'exprimer dans ce pays comme je l'ai fait pendant pratiquement un demi-siècle, tu vois. Et donc, c'est vrai que tout d'un coup, on me voit moins, là où on m'a toujours vu, hein, on m'entend moins là où on m'a toujours entendu. Et donc, ça, plus le fait que je ne suis pas, je ne suis plus monté sur les barricades à partir du moment où j'ai décidé de m'engager dans cette entreprise qui considérait à obtenir la libération de Paul Watson. C'est sûr que du coup, pour tous les gens qui m'apprécient, qui me suivent, qui m'écoutent et qui aiment connaître de mon avis sur les choses, beaucoup de gens se sont dit, mais où est passé Francis? Où est passé Francis? Est-ce que Francis a renoncé? Non, Francis n'a pas renoncé. Est-ce que Francis a arrêté de chanter? Non, Francis n'a pas arrêté de chanter. Mais Francis a juste un problème avec les instances dirigeantes dans ce pays. Francis est un dissident, comme l'était du temps de l'Union soviétique les Solzhenitsyn et compagnie, comme l'était du temps du macartisme aux États-Unis, les acteurs qui avaient choisi de soutenir le communisme comme philosophie politique. Voilà. Aujourd'hui, c'est la France. Alors, c'est triste que ce soit la France. Moi, je suis un patriote, j'aime mon pays, et ça m'attriste de voir que mon pays, qui normalement défendait dans le monde entier la liberté d'expression, devient un des pays qui bafoue le plus la liberté d'expression dans le monde intellectuel et artistique, qui va jusqu'à corrompre ce monde artistique pour justement, voilà, soit en le terrorisant, soit en l'achetant. Je suis triste de voir ça dans mon pays. Je peux pas dire que ça me rend heureux. Mais en ce moment, là, voilà, j'ai pris du recul et j'ai décidé de défendre mes idées plus sur le plan artistique que sur le plan de l'activisme citoyen, parce que j'ai le sentiment peut-être d'être plus efficace comme ça pour défendre mes idées. Voilà. Or, cette censure ou ce problème de liberté d'expression qu'il y a, est-ce que tu as remarqué, est-ce que tu constates une perte d'humanisme, un individualisme croissant, notamment en Occident? On se soucie moins des autres, on se soucie plus de soi. Est-ce que pourtant on est encore plus dans une société individualiste? Quel est ton avis là-dessus? Est-ce qu'il y a de l'entraide encore ou pas? Alors, c'est très intéressant ta question. Si on se fie à ce qu'on peut voir et entendre dans tous les réseaux d'influence, dans ce qui est montré aux gens sur leur propre existence, sur les chaînes de télévision,
sur les réseaux, et parfois même ce que j'appelle les réseaux de complaisance. L'image qu'on nous présente du monde est celle que tu as décrite. Quand tu renonces à cette image du monde qu'on te présente comme étant l'image du monde réel, et que tu vas dans le monde, à la rencontre des gens qui y vivent, qui sont dans la vraie vie, qui sont dans la réalité, sur le terrain, qui font pas partie de cette minorité qui converse comme nous conversons là sur les réseaux, dans le monde médiatique, etc. Moi, ce que je rencontre, c'est une humanité qui s'éveille à son humanité. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux réalités. La fausse, qui est celle qu'on nous montre comme étant la vraie, celle du monde médiatique sous toutes ses formes, et on parle beaucoup de fake, mais c'est pas pour rien. Le fake, c'est devenu le langage commun dans ce monde. Tout n'est que mensonge, tout n'est que discours. Qu'est-ce Mais oui, tout n'est que prestidigitation, que traitement de la réalité, déformation de la réalité à des fins de domination, d'influence, voilà. Ça, voilà. Et puis à côté de ça, il y a les gens qui sont dans la vraie vie et qui réalisent petit à petit qu'on les a embarqués dans un truc qui les entraîne directement dans le mur et qui essayent, à leur échelle, de construire leur utopie, de construire leur monde, un monde dans le monde. Et ça me fait beaucoup penser à l'image qu'emploie Saint Jean pour parler de ça. Et il dit à un moment donné, dans un, je me rappelle plus le verset exact, mais tu le retrouveras, mon Dieu, je ne te prie pas pour le monde, mais pour qu'étant dans le monde, il n'est pas l'esprit du monde. C'est-à-dire que l'esprit du monde, c'est ce qu'on voit dans les médias. Et le monde, c'est ce qu'on rencontre quand on va dans la rue. Quand on va dans l'univers qui est déconnecté du monde médiatique, là, on rencontre des êtres humains qui sont parfois dans la peur, qui sont dans le questionnement, qui sont dans l'éveil, dans la prise de conscience de la réalité, qui sont capables parfois aussi de se réunir pour combattre, mais qui sentent bien que tout ça ne constitue pas en soi une voie qui peut leur permettre d'atteindre leur objectif, et ils cherchent ensemble, et parfois ils trouvent. Et moi, ce que je ressens dans ce monde-là, c'est ce que je pense être l'avenir du monde. C'est-à-dire, je pense que le mensonge que nous avons subi pendant des décennies est en train d'éclater à la face du monde. Qu'est-ce que l'humanité va faire de ce mensonge quand elle aura conçu que c'était un mensonge, quand elle aura compris que c'était un mensonge? Ça, c'est la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui. Mais est-ce que l'humanité a perdu les moyens de retrouver l'éternité, comme dirait Arthur Rimbaud, c'est-à-dire de reprendre le chemin de la vérité, parce que la vérité, contrairement à ce qu'on raconte, elle existe. C'est vrai qu'il y a une vérité individuelle, mais il y a aussi la vérité pour tous. Il faut revenir au fondement de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Tu ne tueras point. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu lui tendras la main quand il est dans le besoin. Toutes ces valeurs-là, eh bien, quand tu vas dans l'humanité, non pas telle qu'elle se montre, et quand je dis telle qu'elle se montre, je devrais dire telle qu'on la montre, mais telle qu'elle est, eh bien, tu retrouves finalement les fondements, ces fondements, qui ne sont plus diffusés par le média au pouvoir. Et tu sais, en tant que poète, moi souvent il m'arrive de faire usage du cliché, parce que tu vois, outre le fait que le XXIe siècle doit renouer avec ce qui était au départ des choses, pour retrouver finalement un sens à la construction de l'avenir qu'il va produire, eh bien,
Je pense que dans un monde qui a à ce point perdu la mémoire de ses fondamentaux, c'est important, à un moment donné, de dire des choses dont on te dira qu'elles sont évidentes, tu vois. Voilà. Je pense que, voilà, il faut dire, le soleil brille, l'eau mouille, les femmes ont des secrets, tu vois. Je plaisante, mais paraît-il. voilà. Paraît-il. Mais non, ça c'était juste un mot d'humour, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu ne tueras point, voilà, tu ne voleras point, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu traiteras chaque être avec respect, quelle que soit sa condition, tu ne rejetteras pas quelqu'un parce qu'il n'a pas la même religion que toi ou parce qu'il n'est pas de la même race que toi. Tu ne répéteras pas bêtement ce que le pouvoir veut te faire entendre si tu n'as pas vérifié que c'est bon pour toi et bon pour ton prochain. Bref, des choses essentielles, des choses élémentaires, tu vois. Je pense que ce qui est élémentaire aujourd'hui, on veut que le pouvoir en place voudrait que les gens l'oubliassent, mais ce qui est élémentaire pour moi aujourd'hui et qu'on veut faire passer pour des clichés, c'est, à mon avis, ce qu'il ne faut pas hésiter à se redire. Voilà. Et alors, justement, est-ce que ces valeurs-là ou ces fondamentaux-là, est-ce que c'est pas d'une certaine façon un peu utopiste, en tout cas, tu sais, un peu une vision bisounours de l'humanité, de l'humain, de manière générale, comparé à ce qu'on entend beaucoup, certes, à travers les médias classiques, mais à ce que peut être l'humain dans toute sa profondeur, égoïsme, combatif, violent. Quelle est ta vision, quelle est ta perception de la nature humaine quand il s'agit de se battre, de se combattre, d'être dans une orientation survie, communautaire parfois? J'ai oublié, tu ne fumeras point aussi, j'ai oublié. La pipe, ça passe. Francis. Alors. La pipe, ça passe. Non, mais ouais, je suis curieux d'avoir ton avis parce que alors j'aime beaucoup. Attends, je vais juste préciser parce que j'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai tendance sur ce podcast à beaucoup donner la parole et à converser autour de sujets qui tournent autour de la nature humaine, de ses plus grandes, de ses caractéristiques les plus négatives pour comprendre comment fonctionne l'humain, que ça soit dans la violence. J'ai fait des épisodes sur la violence, j'ai fait des épisodes sur sur pas mal de choses. Je pense que j'ai fait très peu d'épisodes avec des invités qui mettaient en avant des valeurs d'entraide, des valeurs de partage, des valeurs d'amour de manière générale. Donc je trouve ça génial que tu le fasses, ça permet de rééquilibrer la balance. Mais moi, ça me donne l'occasion de demander que penses-tu du côté négatif de l'être humain. Alors merci de m'apporter la contradiction finalement, parce que c'est un peu. Non mais même beaucoup le fondement de la démocratie, c'est la contradiction. Le fondement de l'harmonie, c'est la contradiction. Le fondement de l'accord, c'est le désaccord. C'est la dispute. Mais pour qu'il y ait dispute, c'est-à-dire discussion, il faut créer les conditions de l'amitié, c'est-à-dire que ce que nous faisons là, c'est-à-dire que chacun accorde à l'autre le crédit de ses arguments. Et donc, en échangeant, toi, tu vas défendre ta vérité, je vais défendre la mienne, et de cette conversation sortira une vérité qui est la nôtre, et qui est celle de l'échange, et qui est celle de la construction idéale du monde. Alors, tu dis quelque chose que beaucoup de gens disent. Quand tu tombes sur un hippie des années 70, comme tu en as un spécimen en face de toi, parce que moi, je sais que ça peut paraître étrange que je dise ça, mais moi, je suis pas un chanteur des années 80. Moi, je suis un chanteur des années 70, de la fin des années 70. Mon premier disque de diamant est sorti en 79. Il a été enregistré en 78, donc je suis de la génération des chanteurs, la dernière, des années 70. Après, j'ai continué dans les années 80, 90, mais le fondement, moi, de ma philosophie, moi, j'avais 15 ans dans les années 70. Et je n'ai pas quitté cette vision du monde qui est celle des hippies des années 70, c'est-à-dire des gens foncièrement optimistes, ce qui est très difficile aujourd'hui d'être dans la société dans laquelle nous vivons. Mais nous, notre génération, elle croyait encore sincèrement que le monde serait meilleur. Et moi, j'assume complètement le fait d'en être resté là et de continuer à croire qu'il sera meilleur. Maintenant, je voudrais faire une analyse objective, puisque là, tu poses le problème de ce qu'on appelle abusivement dans un monde manichéen le bien et le mal.
Hein? Alors, quel est l'homme? Quelle est la femme? Quel est l'être humain? Qui est-il? Qui est-elle? Eh bien, cette espèce est incroyable. Parce que cette espèce, finalement, parce qu'elle jouit d'une conscience autonome, coupée et déconnectée de la conscience universelle par ce qu'on appelle peut-être abusivement l'intelligence, hein, et si tu veux, on pourra reparler de comment est-ce que l'homme devient intelligent, c'est-à-dire amnésique, du langage qui relie les acariens, les zèbres et les étoiles. Bon. C'est la seule espèce vivante dans le monde qui a à la fois la jouissance du bien et la jouissance du mal. Voilà. Les animaux n'ont pas la jouissance du mal. C'est pas parce qu'ils se mangent entre eux, ils n'ont pas la jouissance du mal. Les êtres humains ont la jouissance du mal. Les animaux ont bien sûr la jouissance du bien, parce que sinon ils ne se reproduiraient pas, ils ne mangeraient pas, etc. Mais ils n'ont pas la jouissance du mal. Nous avons, comme tous les animaux, la jouissance du bien, mais nous avons aussi la jouissance du mal. Et là, tu as la contradiction qui existe entre chaque être, tu as la contradiction qui existe en chaque être humain, entre l'instinct de vie, l'instinct de mort, l'instinct de faire le bien, l'instinct de faire le mal, l'envie de faire le bien, l'envie de faire le mal. Et alors, ce qui est très intéressant, quand tu te penches un peu sur l'humanité, j'ai eu cette conversation il y a longtemps avec Jean-Dominique Michel, qui était donc anthropologue, qui est un type absolument délicieux, merveilleux, d'une culture et d'une intelligence et d'une vision tout à fait magnifique. Et je lui disais ceci. Je lui disais, voilà, l'être humain qui a à la fois la jouissance du bien et la jouissance du mal, dans sa morale, il choisit jamais la jouissance du mal. Quand tu écoutes la morale même des tortionnaires, des bourreaux, des assassins, tu vois, qui ont gouverné le monde, qui ont massacré des dizaines de millions de gens, etc. Dans leur morale, il y a toujours l'idée qu'il faut faire le bien. Et cette idée est développée dans la morale, dans toutes les morales, celle des pires dictateurs et celle des plus grands humanistes. Mais si l'être humain choisit dans sa morale pour axe principal et objectif la jouissance du bien, dans ses actes, paradoxalement, il choisit la jouissance du mal, majoritairement. Et ça depuis aussi loin que nous puissions situer l'être humain. Ça a toujours été comme ça. L'être humain, il a toujours choisi dans sa morale la jouissance du bien et toujours dans ses actes opté pour la jouissance du mal. Ça, c'est le paradoxe de l'être humain. Et c'est le même paradoxe qui existe aujourd'hui. Il existait déjà dans la nuit des temps, ce paradoxe. Ça n'a pas changé, Jérôme. Ça n'a pas changé. Si tu veux, la seule chose qui a changé aujourd'hui, c'est l'irruption du monde médiatique, qui donne à voir, qui a donné à voir, et qui maintenant va permettre non pas de véhiculer ce qu'on peut voir, mais ce qu'on voudrait vous faire voir. C'est-à-dire, maintenant, on ne peut plus se fier à aucune image. Et maintenant, l'organe du mensonge va devenir l'image. Donc on va rentrer dans un autre monde. Et dans ce monde nouveau dans lequel nous allons rentrer, que va choisir l'homme? Que va choisir l'être humain? Que va choisir la femme? Est-ce qu'il va choisir enfin de faire advenir la jouissance du bien dans ses actes de manière prioritaire et majoritaire, ou va-t-il continuer à chanter sur tous les tons qu'il faut faire le bien, et va-t-il continuer à faire le mal? Alors si tu me poses la question, moi je pense que les structures aujourd'hui de la société qui mettent à ce point en exergue le mensonge vont inciter plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, l'être humain, à chercher et surtout à trouver la vérité. Et à partir du moment où tu trouves la vérité, tu ne peux plus opter pour la jouissance du mal. Parce que tu comprends fort bien que l'autre c'est toi et que tout le mal que tu feras à l'autre, ben, tu te le feras à toi. Voilà ce que je pense. C'est quoi le mal pour toi? De quoi il s'agit concrètement, en termes d'action, en termes d'actes?
Je dis ça. Parce que comme tu l'as expliqué, en fait, c'est une question de perception. Le bourreau fait le mal, mais il a pas nécessairement l'impression de faire le mal au moment où il le fait, parce qu'il le justifie, que ça soit par une hiérarchie, que ça soit par une vision, que ça soit par une perception. Donc c'est toujours compliqué de définir ce qui est bien et ce qui est mal, surtout quand on prend pas un cas spécifique. Mais est-ce que toi, je sais pas, en termes d'actes, d'action, il y a des choses précises auxquelles tu penses? Tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne voleras pas, tu vois, des choses simples. Mais en fait, ça peut se résumer, et je l'ai résumé dans une fable que j'ai écrite, qui s'appelle La guêpe et les enfants, qui fait partie de mon recueil de fables que je vais bientôt publier. Et donc, c'est une mère qui surprend ses fils en train de torturer une guêpe. Tu sais, lui arracher les pattes, les ailes, etc. Et les enfants, ils s'amusent, ils se rendent pas compte que ce qu'ils font, c'est pas bien. Et leur mère leur explique pourquoi c'est pas bien. Et les enfants contestent, ils discutent avec la mère. Et en désespoir de cause, au moment où elle n'arrive plus à se faire entendre et à développer pour ses petits cœurs innocents et cruels, elle finit par résumer sa pensée. Et elle leur dit, pour être comprise, elle leur dit, le mal, c'est tout ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est pas très compliqué d'identifier le mal. C'est peut-être compliqué de le mettre en équation, de dire le mal c'est ça, etc. Ça c'est ce que font tous les gens qui veulent dominer les autres. Ils finissent par inventer que le mal c'est ci, que le mal c'est ça. Mais en réalité, le mal il est protéiforme. Le mal c'est un métamorphe. Le mal il prend les traits de l'acte, hein, pour parler de manière allégorique, qu'une personne ne voudrait pas qu'on lui fasse et qu'elle est en train de faire aux autres. Ce que tu fais aux autres, si tu ne veux pas qu'on te le fasse, ne le fais pas. Parce que au moment où tu vas faire à quelqu'un ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu vas faire le mal. Demande à une personne, demande-lui ce qui est bon pour elle, ce qui est mauvais pour elle. Fais un pas vers elle, apprends à la connaître, rencontre-la. Tu sauras ce qui est bon pour elle, ce qui n'est pas bon pour elle. Et quand tu le sauras, ne fais pas ce qui n'est pas bon pour elle. Maintenant, si tu veux résumer ça à des choses élémentaires, voilà, tu peux faire les 10 commandements, tu vois. Je veux dire que il y a des choses, voilà, tu ne prends pas le bien d'autrui, tu n'ôtes pas la vie de quelqu'un, tu ne fais pas des choses comme ça. Si tu fais quelque chose comme ça, tu vas porter atteinte à la vie. Et en fait, aujourd'hui, le mal, c'est très important d'en parler. C'est très important d'en identifier les divers comportements. Pourquoi ? Parce qu'on est rentré dans un monde qui ne respecte plus la vie. On est rentré dans un monde qui ne respecte plus le vivant. Je veux dire, autrefois, même dans la barbarie la plus totale, il y avait une conscience de la transcendance qui faisait que malgré tout, on avait pour le vivant une forme de respect. Mais aujourd'hui, c'est exactement comme le paradoxe dans les entreprises. Jamais le langage entrepreneurial n'a été aussi lénifiant et jamais il y a eu autant de suicides pour harcèlement moral dans les entreprises. D'accord ? Aujourd'hui, finalement, sous couvert d'être devenu intelligent, sous couvert d'être devenu humaniste, etc., sous couvert de démocratie, alors qu'elle n'a jamais existé sur la planète, on se permet et on s'autorise des cruautés épouvantables et qui sont encore plus indignes que notre pensée ayant progressé, elle ne devrait plus exister. C'est ça qui est grave aujourd'hui. C'est que, comme disait la chanson des Poppies, non, rien n'a changé, tout a continué alors qu'on est au XXIe siècle. Ça n'est pas acceptable. Au XXIe siècle, on aurait dû franchir un cap dans le respect du vivant. Or, c'est exactement le contraire qui se passe. Jamais on n'a autant dit qu'il fallait le respecter, et jamais on ne l'a aussi peu respecté.
Et pourquoi, selon toi? Pour quelle raison on respecte moins la vie, de moins en moins la vie? Parce qu'on croit, pardon, c'est pas la seule raison. Parce qu'on devient de plus en plus individualiste et de plus en plus matérialiste, parce qu'on n'a plus de relation vraiment globale et collective avec la transcendance. Je pense que aujourd'hui, Perte de la spiritualité. Mais oui. Aujourd'hui, tu sais, ça va très vite. Tu cesses de croire en Dieu, donc ensuite tu cesses de croire en la famille, tu vas détruire l'image du père, après tu vas détruire le principe fondamental de la vie qui est le principe masculin et féminin, et tu vas inventer des principes qui ne sont pas dans la nature mais qui seraient légitimes et qui le sont sûrement parce que chacun a le droit de transformer sa vie comme il l'entend, mais tu fais passer ça dans des lois et tu vas imposer une vision minoritaire de l'existence à la majorité parce que tu as le pouvoir. Et tout ça, si tu veux, à partir du moment où il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman, tu vois, à partir du moment où il n'y a plus de Dieu, à partir du moment où il n'y a plus de spiritualité, où on ne va pas chercher ailleurs qu'autour de son nombril le sens de l'existence. Oui, évidemment, tu vas fabriquer des populations d'égocentristes et d'égocentriques, d'égotistes, et tu vas pas fabriquer une civilisation fraternelle qui va rechercher le bonheur d'autrui en recherchant son propre bonheur. Bon, ça, c'est un peu un lieu commun de le dire, mais c'est quand même la vérité. Et tu vois, ça revient à ce que je voulais dire tout à l'heure sur les clichés. Aujourd'hui, quand tu dis ça, tu as toujours des gens très intelligents qui sont là pour que tu ne le sois pas et qui t'expliquent que ouais, tout ça, machin, c'est une tautologie, c'est une évidence, c'est un cliché. Non, 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 non. Non. Si les gens n'ont plus conscience de ça, il faut leur dire que c'est parce qu'ils n'ont plus conscience de ça qu'ils sont dans la merde. Mais je t'assure, moi, je ne pense pas être une exception. Je rencontre de plus en plus de gens qui le matin font leur tai chi, qui le matin prient, sont en contemplation, en méditation, appellent l'esprit des ancêtres, prient, recherchent l'humanité ailleurs qu'autour de son nombrilisme, tu vois, qui ne voit pas le monde comme une espèce comment dire, de territoire protonique où tout le monde doit tourner autour de son nombril, tu vois. Le nombril de chacun n'est pas le noyau autour duquel tu vois, les protons du monde extérieur sont en orbite, tu vois ce que je veux dire. L'autre n'est pas un proton en orbite autour de mon nombril. Voilà encore un cliché ou tu vois un commandement qu'il faudrait signaler pour voilà au nom de l'amnésie collective sur les valeurs essentielles. Non, aujourd'hui, bon, ça a été dit, hein, le 21e siècle sera spirituel, sacré ou ne sera pas. Moi, je pense qu'il sera parce qu'il se spiritualise, même si ça ne se voit pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se voit, c'est ce qu'on montre, et on ne montre pas ce monde-là. Et c'est à dessein qu'on ne le montre pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui précipitent le monde vers le chaos, ils ne veulent pas que le monde se spiritualise. Si demain le monde se spiritualise, c'est la fin du pouvoir de l'argent sur les gens. Alors, petite colle, tu vas me dire ce que t'en penses. Oui. C'est quoi ton avis sur un peu l'horizontalité, l'égalité de tout? Est-ce qu'il faut dans l'entraide, dans le collectif, dans l'humanité, tout horizontaliser, faire en sorte que tout se vaut, un humain vaut un autre humain, etc., dans les problématiques de la même façon, ou au contraire, il faudrait retrouver une certaine forme de hiérarchie dans des problématiques, dans des solutions, ne pas mettre tout à la même valeur, mettre des valeurs supérieures. Est-ce que ça participerait aussi à une entraide collective, ou au contraire, ça participerait de la compétition? Est-ce que tu vois un petit peu où je veux en venir? Je vois très bien où tu veux en venir, mais en même temps, ce qui est intéressant dans ta question, c'est qu'il y a confusion entre deux choses, entre la hiérarchie et la valeur. Alors, la hiérarchie, c'est un fonctionnement qui procède d'une organisation collective où il y a plusieurs formes de responsabilité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que
on a créé des niveaux, et souvent qui correspondent à des salaires, dans les structures pyramidales, où il y a des responsabilités et d'autres formes de responsabilités, et certains étant responsables de personnes qui sont responsables d'autres choses, et en créant des schémas comme ça, verticaux, où normalement, il devrait pas y avoir de notion de valeur ou d'importance par rapport aux responsabilités des uns et des autres. Parce qu'à tous les échelons, tu vois, du soldat au général, à chaque palier de responsabilité, la personne qui a un rôle à jouer est prépondérante et fondamentale. Si dans une pyramide, même par exemple dans une organisation militaire, quand l'ordre est donné, si à tous les niveaux l'ordre n'est pas suivi, l'ordre ne sert à rien. Donc, dans cette ruche de la verticalité organigrammatique, tout le monde est aussi important. Mais ça n'est pas présenté comme ça, tu vois. Celui qui va commander, qui va diriger, qui va faire venir l'idée, l'instruction du haut vers le bas à tous les échelons, va être présenté comme étant plus important que celui qui va exécuter finalement la décision au bout du bout. Mais le bout du bout, sans le bout du bout, t'es rien en haut de la pyramide. Okay. Et pareil, sans celui qui est le bout du bout, il ne sert à rien. Donc, cette vision collective dans laquelle les responsabilités des uns et des autres n'ont pas été mises sur un pied d'égalité, ça a créé une notion qui pervertit le système organigrammatique et qui pervertit le principe hiérarchique. C'est la valeur, hein. C'est la valeur de chacun. C'est-à-dire, tu as dit, est-ce que chaque personne vaut une autre personne? La réponse est oui. Une vie vaut une vie. Un être vaut un autre être, qu'il soit bac plus 5 ou qu'il ait son certificat d'études. D'ailleurs, moi, à ma génération, on nous a menti, hein. On nous a dit que ceux qui feraient des études universitaires seraient ceux qui domineraient la société et qui gagneraient le plus d'argent, et que ceux qui s'arrêtaient au certificat d'études, ce seraient les pauvres ringards dans la société qui seraient toujours vivraient au crochet des autres. Tu rigoles. Moi, tous mes copains qui se sont arrêtés au certificat d'études pendant que moi je faisais des études secondaires et qui sont devenus couvreurs, électriciens, plombiers, eux, ils sont milliardaires, hein. Eux, ça va pour eux, hein. Mais pour un gars qui est bac plus 5, aujourd'hui, t'en as des millions qui sont au chômage. Tu vois, parce qu'il n'y a pas de boulot pour eux. Donc, tout ça, c'est une vision qui a été galvaudée. La verticalité, c'est pas une verticalité bien sûr qu'elle est utile. Elle est utile à partir du moment où chacun est conscient de l'importance de tous les postes à tous les niveaux de la pyramide. Maintenant, pour répondre à ta question, oui, quelqu'un vaut une autre personne, mais tout le monde n'a pas les mêmes compétences. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est que chacun dans une structure sociale soit conscient de ses compétences, soit conscient qu'il n'est pas l'égal de l'autre, qu'il sait faire des choses que l'autre ne sait pas faire, mais que c'est pas parce que l'autre sait faire des choses qu'il ne sait pas faire qu'il est inférieur à l'autre. Chacun a sa spécificité, chacun a sa spécialité, et chacun doit servir le projet collectif. Donc, oui, chacun vaut chacun, et oui, il faut de la verticalité et pas que de l'horizontalité. Parce que, comme dans toute chose, in medio stat virtus. C'est dans le milieu, c'est dans le médiocritère, c'est dans ce point d'équilibre entre le plus et le moins que se trouve la pérennité et le bon fonctionnement du principe global. Et ça, si tu veux, à partir du moment où tu comprends ça, à partir du moment où tu comprends que chacun a son rôle, tu as des sociétés qui fonctionnent comme des ruches. Tu sais, toute histoire est fausse. Toute histoire qu'on nous a racontée est fausse. À 80%, on a transformé le récit national en histoire. Et si tu regardes vraiment l'histoire du monde, il suffit d'aller ouvrir des livres, hein, tu t'aperçois de la suite de mensonges qui nous ont été enseignés à l'école et qu'on nous a présentés comme étant l'histoire. Bon. Maintenant, si tu regardes bien, on nous a inventé le Moyen-Âge, par exemple. Il n'y a jamais eu de période qui s'appelle le Moyen-Âge.
d'accord? Mais il y a eu un système dit féodal qu'on nous a présenté comme un système négatif pour l'être humain, injuste, euh, tyrannique, etc., où certains régnaient sur d'autres, l'image du cerf, tu sais, qui appartient au seigneur, etc., etc. Non, cette société qui est décrite comme une société arriérée, qui est la société féodale, c'est une société de rôle, où chacun avait son rôle dans la société, et chacun était respecté en tant que, justement, la personne qui jouait ce rôle. Je veux dire que celui qu'on appelait le seigneur, il protégeait les villageois, il protégeait les paysans contre la mode à l'époque, hein, qui était l'attaque du voisin qui venait te piquer ton argent, ton or, tes victuailles, tes troupeaux, etc. Il y avait ceux qui cultivaient la terre, il y avait ceux qui savaient tisser de l'étoffe, il y avait des corporations, il y avait tout ça a été organisé, tout ça a été en écosystème. Chaque corporation, chaque secteur d'activité sociale spécialisé dans son domaine avait son propre fonctionnement, et il y avait une espèce de corrélation entre tous ces rôles qui étaient assumés dans la société de l'époque et qui fonctionnaient comme ça, de manière synergique. Et on a transformé cette société de rôle à un moment donné, au moment de la Renaissance, qui est l'avènement de la barbarie dans le monde, ce qu'on a appelé la Renaissance, avec l'avènement de l'esclavage institutionnel, internationalisé, etc., etc., le code noir de ce cher Colbert, etc. Bon, bref. Et la fameuse controverse de Valladolid fait-moi penser de t'en reparler, où on s'est posé la question de savoir si les Indiens avaient une âme, parce que s'ils avaient une âme, on n'avait plus le droit de les manger et de les traiter comme des animaux. Alors, aujourd'hui, on est passé de cette société de rôle par cette société de la barbarie qui a été la Renaissance, qui a été le début de ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire le déclin des valeurs, et on est arrivé finalement à une société d'opportunité, où, c'est le plus dégourdi qui va marcher sur la gueule de l'autre. Et c'est là que tu vois disparaître les notions de fraternité, de solidarité, tu vois. Et parce que, en même temps, toutes les valeurs qu'on te prône comme étant les valeurs sont contredites par les actes de ceux qui ont finalement fait advenir ces valeurs à l'existence. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, qu'on nous fasse fêter le 14 juillet, un événement pendant lequel on a mis la tête de certains êtres humains au bout d'une pique. C'était quand même des coupeurs de tête, tu vois. Et les gens qui aujourd'hui s'érigent contre la barbarie dans le monde vont mettre des fleurs et chanter la Marseillaise, où on demande que le sang impur abreuve nos sillons, hein, en fêtant la mémoire de gens qui se décapitaient entre eux. Je te signale quand même que parce qu'ils se sont tous décapités entre eux. Je veux dire, c'est le règne du terrorisme, le règne de la barbarie, c'est la Révolution française. Comment est-ce qu'on peut fêter un truc pareil et être normal? Comment est-ce qu'on peut nous dire, voilà, il faut respecter son prochain, il faut pas se conduire comme un barbare, il faut pas imposer sa volonté, et finalement, on nous fait célébrer un monde où celui qui n'était pas d'accord avec toi, comme aujourd'hui d'une autre manière, se faisait couper la tête. Bon. Cette espèce de paradoxe permanent de la vérité historique, du récit national, de l'interprétation qu'on en fait, ce sont en permanence ce qu'on appelle en psychologie des injonctions contradictoires. Tu vois, c'est-à-dire on te dit tout et son contraire, on fait voisiner tout et son contraire, et on t'explique qu'au milieu de tout ça, quelque part où tu ne sais pas parce que tu n'es pas assez intelligent pour le comprendre, et il faut qu'on t'explique tout le temps où ça se trouve, il y a la vérité. Non. Tout ça n'est qu'un mensonge, tout ça n'est qu'un loubi-gouba, tu sais, comment c'était dans l'île aux enfants, voilà, une espèce de ragoût, je sais pas, de ragoût de n'importe quoi, voilà. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui s'extraient de cette espèce de compo de mensonges et qui, de manière comme ça, catégorielle, pour des minorités qui, mises ensemble un jour, formeront une grande majorité,
vont à la recherche de la vérité. La recherche, et la trouvent. Si ces villages intellectuels, spirituels, n'existaient pas, je pense que j'irais dans le sens de ton pessimisme, Jérôme, que je trouve légitime. Mais je suis foncièrement optimiste parce que je me suis de plus en plus, pas forcément en le voulant, mis à évoluer dans un monde qui n'était pas celui du paraître, mais de l'être. C'est vrai que quand j'ai été mis au banc du monde médiatique, je me suis retrouvé de plus en plus dans l'autre monde. Et j'ai vu qu'il existait. Et c'est vrai que il y a beaucoup de peurs en moi qui ont sauté, de peurs que j'avais pour le monde. Parce que en le rencontrant, j'ai vu qu'il n'était pas dans un si mauvais état que ça. Bon, il y a beaucoup de misère, il y en a énormément. Et ça, c'est quelque chose, hélas, qui va s'aggraver, puisque la paupérisation du monde est une volonté des gens qui le gouvernent aujourd'hui. C'est un projet pour que les gens finissent par s'entretuer, etc. Bon, bref. Mais voilà, quittons ce que d'aucuns appellent la théorie du complot pour qu'on n'arrive pas à décrypter leur méthode. Mais mettons de côté la misère. Dans le monde qui aujourd'hui s'organise pour lutter contre elle à des petits niveaux en créant des micro-sociétés humaines qui vont de plus en plus fonctionner ensemble et s'isoler du monde imposé par la dictature internationale, moi je vois l'avenir de l'humanité là. Je ne le vois plus dans ce que nous avons connu, c'est-à-dire dans la macrostructure, mais je la vois dans la microstructure et dans l'organisation peut-être politique par des gens bienveillants d'une synergie des microstructures. Voilà. Oui, bah alors, je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais si, mais regarde, je vais reprendre la suite et puis pour essayer d'aller un peu plus loin et d'essayer de creuser le sujet. Évidemment, on est dans un ultra monde du paraître, où le fake, le mensonge, l'apparence a pris le dessus. Ok, comment on lutte concrètement contre tout ça? Comment on ramène des valeurs humanistes, donc par la spiritualité, par l'être, au lieu du paraître? Très bien, mais concrètement sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever les gens qui sont au pouvoir en place pour y mettre des gens bienveillants, mais est-ce que finalement c'est pas le pouvoir qui corrompt et que quelqu'un de bienveillant mis au pouvoir deviendra une certaine forme malveillante? On refait pas une révolution parce que l'objectif c'est pas de tuer, de décapiter certains pour mettre d'autres à la place. Enfin, tu vois, j'essaie de trouver un petit peu dans cette réflexion quels sont les points d'action concrets pour venir infléchir la courbe du paraître et de la valeur inversée. Pour moi, il y a deux axes. Il y a l'axe qui relève du combat politique à l'intérieur du système, et il y a l'axe qui procède de l'action poétique au sens noble du terme et au sens pluridimensionnel du terme, et qui se situe en dehors du système. Ce que aujourd'hui le système qui veut s'imposer ne mesure peut-être pas, c'est la puissance de la conscience qui refuse de s'engager dans les schémas que le système propose pour organiser la vie sociale. Moi, dans mon action de poète citoyen, j'ai toujours incité les gens à voter. Parce que j'ai pas renoncé à ce qu'on puisse modifier le système de l'intérieur en prenant les commandes à ceux qui les détiennent. C'est une gageure. Et ça me semble de plus en plus une gageure. Mais pour moi, ça reste possible demain si un leader bienveillant et sincère, pur et échappant à l'assassinat se présente pour guider les gens qui ne savent pas trop comment faire, les gens qui posent la question que tu poses. Bon.
Mais ce qui aujourd'hui n'est pas mesurable encore, et qui demeure une alternative à une modification du système par le système, c'est tout ce qui se crée à côté du système et qui prend de plus en plus d'ampleur. Il y a, à l'heure actuelle, ça ne se voit pas parce qu'il n'y a pas de publicité qui est faite sur ça, toute une humanité qui se constitue, qui se crée et qui se constitue en dehors du système, qui a compris que le système va l'emmener dans le mur et qui s'organise dans des montagnes, dans des villages, dans des territoires abandonnés, ici, ailleurs, qui s'organise pour mettre en place un monde à côté du monde, à côté du monde. Mon Dieu, je ne te prie pas pour le monde, mais pour qu'étant dans le monde, il n'est pas l'esprit du monde. Il y a des gens, à l'heure actuelle, qui constituent une humanité qui se crée autour de principes qui ne sont pas ceux du système, autour de valeurs qui ne sont plus celles du système, et qui vont coexister de plus en plus avec le système. Et je pense que de ce choc entre les globalistes et, j'ai envie de dire, les résistants, va naître une alternative sociale. Et que petit à petit, les gens qui sont en majorité dans le monde, c'est-à-dire les plus pauvres, se retrouveront plus attirés par le système parallèle que par le système globalisé, verticalisé et dominant. Et ce qui risque d'arriver, c'est que le nombre ne soit pas du côté des dominants. Et si petit à petit ce glissement se fait, et il est en train de se faire, il sera de l'intérêt des dominants de faire un pas vers le système parallèle. Tu sais, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Constantin, l'empereur Constantin, romain, qui choisit à un moment donné d'embrasser la religion catholique, la religion chrétienne, on va dire, parce qu'elle n'est pas catholique encore, ni catholique ni apostolique, mais en tout cas la religion chrétienne. Hein. Il choisit les 4 évangiles, surtout les évangiles apocryphes, il en choisit 4, dont un qui est une commande pour faire porter aux Juifs la responsabilité de la mort du Christ, dans lequel on invente l'histoire de Barabbas, qui n'a jamais existé, mais ça permettait de dire que Ponce Pilate était le gentil, qui se lavait les mains du sang de ce juste, et que c'était parce que les Juifs ont crié « libérez Barabbas » qu'on a crucifié Jésus-Christ. Voilà, facile. Bon. Mais Constantin, pourquoi il choisit d'embrasser le culte chrétien? Eh bien, parce que dans son empire, eh bien, la majorité des gens qui le composent sont chrétiens. C'est aussi simple que ça. Il peut plus se permettre de se référer à Jupiter, à Vénus, et tutti quanti, parce que les gens ne croient plus à ça. Les gens ont choisi Jésus-Christ. La majorité des citoyens qui peuplent son empire ont choisi Jésus-Christ. Est-ce que tu peux avoir comme administré des gens qui refusent tes principes fondamentaux et verticaux? Non, ils sont en majorité, ils sont chrétiens, eh bien Rome va devenir chrétienne. C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est toujours comme ça que ça se passera. Plus la population des gens qui vivent dans le système global résisteront à ce système global en créant leur propre structure parallèlement au système existant, plus ceux qui règnent sur le système global devront embrasser des options sociales qui sont proposées par les structures additionnelles. Et ça a déjà existé dans l'histoire et ça existera à nouveau. L'humanité, on peut la taxer de bien des défauts, et puis on peut reparler de tout ça d'ailleurs de manière plus profonde, de manière plus anthropologique, si tu veux, mais elle a quand même une faculté de renaître de ses cendres, tant sur le plan moral que sur le plan, organisationnel, organigrammatique, politique, tant sur le plan spirituel, tant sur le plan... voilà. L'humanité, si tu veux, elle arrive à un moment donné, elle atteint des niveaux où elle se fait berner et puis elle se révolte, plus ou moins.
Euh, L'élite reprend le contrôle, plus ou moins. Mais il y a en permanence un bras de fer entre le nombre, qui est celui le nombre qui n'est pas ce qu'on appelle l'élite, hein, le monde majoritaire des gens pauvres, des gens qui n'ont pas le pouvoir, des gens qui le donnent, et puis de ceux qui le prennent par la force ou par la rouerie, par la manipulation, etc., mais qui à un moment donné ne peuvent pas régner sans une forme d'adhésion. Et cette adhésion, il faut la créer. Et tu la crées aussi en embrassant les propositions qui viennent du bas. C'est une respiration permanente et constante. Le monde idéal, hélas, tel que nous pourrions l'imaginer dans l'avenir, est loin d'exister. Mais tant que certains résisteront, tant que on résistera, l'espoir subsistera. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le droit de résister, qui est paru aux éditions Auteurs du Monde, et je te laisserai peut-être mettre les coordonnées. Oui, mais je les mettrai. C'est ce que tu m'as. Oui, tu m'as envoyé non, le non, lien. En fait, je t'ai envoyé le lien de l'amour après l'amour, mais je t'enverrai le lien du droit de résister. Et je traite de tout ça dans ce livre. ok. C'est de la même manière parce que là, ce que tu m'as pour ton premier bouquin, enfin le bouquin que tu m'as envoyé, c'était une adresse email parce qu'en fait, on peut pas se le procurer depuis la France, c'est ça. Là, Donc celui-là aussi, non. T'as un site particulier. Non, alors il y a quelque chose. oui. Alors, le droit de résister, on peut se le procurer en France. L'amour après l'amour, on ne peut se le procurer qu'en Belgique. Voilà. Ok. Comme ouais, bah je laisserai. Pardon, non, je disais Comme Baudelaire. Comme Baudelaire, qui doit la survie de son œuvre à la Belgique, je dois moi, pour l'instant, la survie de mon œuvre à la Belgique. Oui. Alors, cette idée du circuit parallèle est intéressante. Ça me fait forcément penser au circuit local, au circuit court de l'alimentation pour lutter contre la grande industrie agroalimentaire. On en a beaucoup parlé ces dernières années. J'en ai beaucoup parlé sur ce podcast avec des invités, parfois dans le milieu, parfois non. Est-ce que toi, tu vois, c'est intéressant de faire ce parallèle, de se dire finalement, si on veut lutter contre ce qui nous fait du mal, en termes de bouffe, d'alimentation, d'essayer de développer du circuit court, du bio. Là, c'est de développer des valeurs plus spirituelles, courtes, d'éviter de se faire bombarder par les valeurs du paraître actuellement. Est-ce que toi, au niveau de ton alimentation ou de ton mode de vie, tu essaies de faire ce circuit court, ce circuit parallèle aussi ? Bien évidemment. Circuit court, il faut manger local et de saison, se renseigner pour savoir qui a organisé la distribution des produits qui sont sains, dans la mesure où c'est encore possible aujourd'hui vu l'état de la terre, rencontrer ces communautés, échanger avec elles, les aider financièrement, oui, tout ça, bien sûr. Oui, bien sûr. Maintenant, quand je suis dans la jungle urbaine, à la guerre comme à la guerre, hein, tu vois. Il y a des moments où tu vas pas bien manger. Hein. Parfois, il vaut mieux ne pas manger du tout, d'ailleurs. C'est meilleur pour ta santé. Voilà. Et alors, tu t'es beaucoup battu aussi pour l'écologie. Où c'est que tu en es aujourd'hui là-dessus ? Quelle est ton idée ? Quelle est ton opinion ? Est-ce que les choses ont évolué ? Ma vision de l'écologie n'est pas du tout la même de celle que prônent les partis écologistes. Je trouve que le raisonnement est faussé. On présente l'homme comme étant le méchant qui pollue la planète, comme un irresponsable. Et puis au nom de ça, on va tyranniser les gens, on va s'en prendre à leur existence, les culpabiliser. Donc je suis pas dans cette logique-là. Tu vois, là, on est en train d'expliquer que c'est les gens qui conduisent des vieilles voitures qui polluent la Terre, alors que 3 tankers au milieu de l'océan, ça multiplie par 100 ce que l'ensemble du parc véhicule va balancer dans la stratosphère comme pollution. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas
Il y a des moyens aujourd'hui qui sont présentés comme étant des moyens de production propres alors qu'ils sont sales. Tout est bidon, tout est fait pour... voilà, je ne partage pas du tout le point de vue sur le réchauffement climatique. Mais j'ai une réflexion sur l'écologie qui est... comment dire, qui pose vraiment la question de la place de l'humanité dans l'évolution de la planète. On confond l'humanité et la planète. La planète n'en a rien à faire de l'humanité. La planète a créé l'humanité. Et il faut s'interroger sur ce qu'est l'humanité, comment elle se constitue dans l'écosystème et quelle est sa place dans l'écosystème en rapport avec ce qu'il a défini. Je m'explique. Comment naît l'intelligence? Ce qu'on appelle abusivement l'intelligence et qui finalement est devenu l'organe de l'amnésie. Puisque devenant intelligent, l'être humain s'est coupé du langage universel, a été coupé du langage universel par cette intelligence. Il y a un moment donné où se développe sur la surface de la Terre un monde qui est celui de la préhistoire, des dinosaures, des immenses animaux qui devaient être besoin. La planète avait besoin qu'on la pilonne, qu'on la tasse, qu'on la piétine. Et puis, à un moment donné, il y a un bombardement planétaire et extraterrestre de météorites qui, d'après ce qu'on sait, s'abat sur la Terre, déclenche des éruptions volcaniques, un nuage de cendres qui recouvre l'atmosphère, qui coupe tout ce qui est vivant sur la Terre de la photosynthèse, donc de la vie, et disparaissent toutes ces créatures qui vivaient à la surface de la Terre et ne survivent finalement lorsque l'atmosphère a dissipé le nuage de cendres, ne survivent que les espèces qui étaient à l'intérieur de la Terre quand tout ça se passe, certains insectes, certains petits animaux, dont un lémurien qui a le pouce opposable. Et donc le pouce opposable, c'est le début de l'intelligence. Hein. C'est je veux, je prends, c'est à moi, c'est j'attrape. Et d'ailleurs, petit lémurien que la postérité a baptisé le Purgatorius. Intéressant. Et ce lémurien, manifestement, est ressorti des galeries intraterrestres et devient notre ancêtre. Notre ancêtre va se développer à un moment donné dans ce développement de ce lémurien. À un moment donné, vont naître des espèces de plus en plus grandes, assimilables à des singes. Ils vont vouloir se mettre sur deux pattes pour attraper les fruits qui sont hauts sur les arbres. Et puis à un moment donné, il va y avoir un certain nombre d'espèces différentes d'hominidés qui vont se développer. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce développement des hominidés qui se croisent entre eux, hein? C'est comme les chiens qui se croisent entre eux, on appelle ça des bâtards. C'est quoi les bâtards de berger allemand et de caniche? Ce sont des mutants, en fait. Ce sont des mutations génétiques. Il y a des mutations génétiques qui vont créer de nouvelles espèces, etc. Et à un moment donné, il y en a une, je résume, hein, qui va se différencier des autres parce que elle va finalement subir une mutation qui est l'atrophie du muscle maxillaire. Voilà. Et alors ça, c'est intéressant, l'atrophie du muscle maxillaire, parce que c'est le muscle le plus important pour les animaux. C'est celui qui te permet de te défendre, de te battre, de chasser, de manger, de t'imposer aux autres animaux parce que ton maxillaire est plus fort que celui des autres, de te faire comme ça, de faire respecter ton territoire. C'est le muscle
le muscle maxillaire est le muscle le plus important pour les animaux. Et cette espèce d'hominidé, elle va avoir un muscle maxillaire qui s'atrophie, et donc une pression moins grande va être faite par le maxillaire sur les articulations ici. Ça va dégager ici la partie du crâne, hein, les lobes qui sont ceux qui procèdent à ce que nous appelons l'intelligence, qui président en tout cas, et parallèlement à ça, la langue va prendre une forme qui lui permet de projeter les sons, et tout ça est fait en concomitance. Et comme cette mutation affaiblit cette espèce, mais en même temps développe chez elle ce que nous connaissons aujourd'hui, hein, que nous appelons l'intelligence, elle va s'organiser pour ne pas être victime des autres espèces. Elle va se mettre en groupe, elle va faire du feu, elle va fabriquer des armes. Les sociétés humaines vont s'organiser pour se protéger, pour que les uns et les autres se protègent en groupe, en agissant collectivement. Les sociétés se constituent, etc., etc. Mais tout en développant ce nouveau moyen, hein, qui est un moyen de survie collective, hein, où chacun est dans l'autre, va permettre de supplanter les espèces qui, elles, ont conservé leur puissance, les espèces animales qui demeurent en danger pour ces humanoïdes-là. Eh bien, elle va se couper de l'intelligence universelle, hein, parce que dans la nature, une araignée, un puma, la feuille d'un arbre, tout ça fonctionne ensemble. Une abeille, tout ça est relié. Un zèbre, un lion, le lion par exemple, c'est le troupeau de zèbres qui va lui abandonner le zèbre qu'il va pouvoir prélever pour sa survie. Et d'ailleurs, le lion n'aura pas le choix, parce que pourquoi les zèbres sont zébrés? C'est parce que ils restent en groupe comme ça, et le lion voit un immense animal dans le troupeau de zèbres. Et quand il y a un morceau de cet immense animal qui va se détacher parce qu'il est le plus faible, et c'est d'ailleurs cet animal que le troupeau de zèbres va abandonner au lion pour que le lion puisse se nourrir, il va le manger parce que voilà. Mais le problème de l'être humain, c'est que lui, soit il va tuer tout le troupeau de zèbres pour fabriquer des sacs à main, soit il va vouloir sauver tout le troupeau de zèbres des attaques du lion, et le lion va plus bouffer. C'est ça, tu vois. Cette mutation va aboutir au fait que l'être humain va développer une conscience autonome, c'est-à-dire une conscience déconnectée du principe universel, et donc dans l'impossibilité d'avoir vis-à-vis du monde un traitement de sa réalité qui soit conforme à celui que respecte l'intégralité du monde animal, végétal, etc. C'est-à-dire que l'homme, à partir du moment où il développe une conscience autonome, il ne peut faire que ça, polluer. C'est quoi polluer? C'est-à-dire que la nature a prévu, telle que nous la connaissons, telle qu'elle a procédé à notre existence, elle a prévu que pour chaque élément sur la Terre, il y a un micro-organisme capable de le dégrader. L'être humain, il va foutre le bordel dans tout ça. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas d'autre référence que sa propre conscience. Et donc, il va séparer les éléments des micro-organismes capables de les dégrader. Ça va créer tout ce qu'on sait aujourd'hui, le bordel. Bon. Mais il crée du chaos et il crée du désordre dans la nature des choses. Dans l'ordre de la nature. Oui, tel que elle a été à l'origine de constituée. C'est-à-dire que la nature qui a procédé à son existence, à sa création, elle l'a créée comme ça. C'est-à-dire que elle l'a créée avec une conscience autonome, et donc dans l'impossibilité de ne pas polluer, dans l'impossibilité de ne pas rompre avec l'ordre naturel. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que finalement, le fait que l'être humain ne fonctionne plus avec le reste du monde, de la nature, ça crée un point de rupture avec le point d'équilibre, et sans lequel il n'y a plus de mouvement. S'il n'y a pas de point de rupture avec le point d'équilibre, il n'y a plus de mouvement. Quand tu es debout, sur tes deux pieds, tu es en équilibre. Si tu veux avancer, il va falloir te déséquilibrer. Il va falloir lever un pied, ce qui te met en déséquilibre, et qui va te faire faire un pas, et l'autre va le rattraper, etc. Et comme ça, tu vas avancer. Et donc, on peut s'interroger, vraiment, sur le sens de la création de l'être humain. Parce que l'être humain, il s'est pas créé tout seul. Mais si
c'est la nature qui le crée, si c'est pas Dieu qui le crée, si c'est l'écosystème qui le crée, qu'il crée comme ça, ou même s'il a été créé comme ça par une énergie qu'on peut appeler Dieu, il a été créé avec une conscience autonome. Et à partir du moment où il a une conscience autonome, il ne peut faire que ça, polluer. Il ne peut faire que ça, détruire l'ordre ancien, parce qu'il n'a pas d'autre référence que sa conscience individuelle. Et là où c'est intéressant, c'est que, au même titre qu'après la disparition des dinosaures, ce petit lémurien qui a survécu à ce désastre planétaire, en vivant dans le monde intraterrestre, eh bien, il y a aujourd'hui des espèces qui mangent ce qui nous tue, qui respirent ce qui nous tue, qui boivent ce qui nous tue. Je pense aux rats, par exemple, qui sont d'une intelligence extrême, qui commencent à se développer collectivement, qui commencent à agir de plus en plus collectivement, etc. On peut imaginer que demain, si nous continuons à faire ce que nous avons été créés pour faire, c'est-à-dire à détruire l'ordre naturel qui a procédé à notre création, on peut imaginer que l'humanité est appelée à disparaître parce qu'elle aura accompli son rôle, comme les dinosaures avant elle, et que va se développer une nouvelle humanité qui vivra dans d'autres conditions, qui respirera peut-être du gaz carbonique, etc., et qui donnera naissance à une nouvelle humanité. Mais justement, aujourd'hui, comme finalement nous y invite le serpent dans le jardin d'Éden, grâce à la connaissance, nous n'avons plus le droit, si nous voulons nous subsister, d'ignorer que nous agissons en contravention avec notre instinct de conservation. Nous ne pouvons plus ignorer. La connaissance, elle nous permet aujourd'hui d'avoir la réflexion que j'ai là. Elle nous permet aujourd'hui de savoir ce qu'il nous faut pour continuer à vivre sur la Terre. Et à partir du moment où nous comprenons que la planète, avec ou sans l'humanité, elle va continuer sa vie et son chemin à elle, mais que ce dont il est question, c'est la survie de notre humanité, eh bien, il faut que nous cessions de faire ce pourquoi nous avons été créés. C'est-à-dire, nous avons été créés pour rompre avec le point d'équilibre, mais nous devons, par dissidence, refuser notre disparition et donc cesser d'être ce point de rupture avec le point d'équilibre. Nous devons maintenir sur la Terre les conditions qui sont propices à notre survie, mais pas pour faire du business comme les écologistes politiques. Non, simplement parce que, à un moment donné, la connaissance que nous avons acquise aujourd'hui doit nous permettre, nous, finalement, le fait d'avoir croqué la pomme, doit nous permettre aujourd'hui d'échapper peut-être à la volonté de Dieu. Mais ça, c'est un acte de dissidence. Si la volonté de Dieu est que nous modifions la structure du monde et que nous disparissions après l'avoir fait parce que cela va à l'encontre de ce qui nous permet de survivre, révoltons-nous. Et peut-être c'est ce que la divinité attend de nous. Peut-être que Dieu nous a créés pour que l'être humain le crée. Peut-être que Dieu a créé l'être humain pour que l'être humain le crée. Et que l'être humain se prenne en main et décide finalement contre sa propre constitution de penser comme le reste de l'univers, comme le reste de la nature, de penser en connexion avec les abeilles, de penser en connexion avec les acariens, avec les animaux, de nous remettre en connexion par voie de connaissance avec ce que nous avons perdu, ce Graal qu'il faut retrouver et qui est la connexion de notre psychisme, de notre psyché avec le fonctionnement corrélé du reste de la nature. Donc pour moi, l'écologie, c'est un acte de dissidence et pas de respect de la nature. Parce que la nature nous a créés pour que nous nous conduisions comme nous nous conduisons, c'est-à-dire pour que nous soyons un point de rupture avec le point d'équilibre, que nous soyons en porte-à-faux avec ce qui a procédé à notre création. Donc, l'écologie, pour moi, c'est un acte de dissidence. Et quand on parle d'écologie, il faut arrêter de parler de la planète. Quand on parle de l'écologie, il faut parler de l'être humain. Il s'agit de faire en sorte que la planète fonctionne de telle manière que nous puissions nous y reproduire. Et pour cela,
il faut s'intéresser à ce qui est bon pour nous et parler de l'écologie comme un moyen de maintenir l'humanité sur la Terre. C'est pas ce qui se fait. Et en tout cas, ce qui est reproché aux êtres humains, en les culpabilisant, n'est pas ce qui est le plus fondamental aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tous les moyens de produire des énergies libres. On a tous les moyens de rouler sans polluer. On a tous les moyens d'avoir tout ce dont nous avons besoin au niveau du progrès sans recourir aux moyens usuels qui enrichissent toujours la même minorité et qui finalement mettent en danger la majorité des êtres humains. Et je pense que chacun aujourd'hui, dans les communautés dans lesquelles il évolue, en contradiction avec les modèles du système établi, peut aujourd'hui inventer des moyens de reproduire ce dont il a besoin, ce qu'on appelle le progrès, mais d'une manière qui ne soit pas nuisible à la pérennité de la race humaine. Ok, c'est intéressant. Donc, tu vas me dire si j'ai bien compris, si je vais résumer un peu. Donc on a été créé pour créer d'un point de déséquilibre, pour en fait casser l'ordre naturel des choses. Notre nature finalement est de créer et d'aller contre la nature d'une certaine façon, et que pour pouvoir survivre, sauvegarder l'humanité, il va falloir se rebeller et aller contre notre nature, d'être dans l'inverse de la nature, c'est-à-dire que se remettre dans une forme d'ordre naturel des choses que l'on n'a pas, que l'on n'aurait pas, ce pourquoi on n'a pas été créé, pour pouvoir subsister. C'est-à-dire, et cette rébellion, après c'est une question spirituelle de s'imaginer, de penser qu'on a été créé comme ça, et que peut-être que un créateur voudrait secrètement qu'on se rebelle un peu à la façon d'un fils qui à un moment donné à l'adolescence décide de faire le mur pour aller découvrir la vie et peut-être arriver à s'en sortir. Mais ça c'est la partie de mon raisonnement qui j'allais dire qui est le plus sujet à discussion, si tu veux. Et c'est intéressant, c'est une hypothèse. Ça c'est une hypothèse. En revanche, que l'être humain a été créé de telle manière qu'il ne peut pas faire autrement que de polluer, ça c'est un fait, c'est factuel. Et que aujourd'hui refuser de polluer, trouver des moyens de ne pas polluer, de ne pas modifier l'ordre naturel qui a procédé et qui a présidé à notre existence, ça, c'est quelque chose qui est contre la nature humaine. Et ça, c'est un fait. Pour survivre aujourd'hui et pour assurer la sauvegarde de l'humanité, il faut aller à l'encontre de ce pourquoi l'être humain a manifestement été produit par l'écosystème, pour ne pas faire référence à des notions religieuses. Voilà. Oui, ça c'est un fait. Et t'y crois, à titre personnel, tu crois qu'on va y arriver? Tu crois qu'on va qu'on va arriver à se rebeller de nous-mêmes? Ou alors non, on va droit dans le mur et de toute façon notre espèce s'éteindra, comme plein d'autres. Comme avant nous, d'autres espèces vivant sur la Terre se sont manifestement éteintes. Tout à fait. Alors, je vais te répondre très simplement, Jérôme, cher Jérôme. Tu me demandais de me définir tout à l'heure, en tout cas de me présenter. Je me suis présenté, je vais me définir. Qu'est-ce qui m'anime dans la vie? C'est la foi. C'est la foi. Plus précisément, moi je suis chrétien. Moi je crois qu'il y a un être suprême. Je crois en Jésus-Christ. Et je crois que s'il y a un Dieu, et s'il est un créateur, il est forcément comme tous les créateurs. S'il est un père ou une mère, il est forcément comme tous les parents. Il est tout puissant au moment où il crée,
Et il devient impuissant quand sa création commence à atteindre l'adolescence et puis quitte la maison et va vivre par elle-même. Fait sa vie. Et c'est forcément le destin de toute création. Donc moi je crois, moi en tant que père, je suis tout puissant au moment où je crée mon enfant avec sa mère. Là, avec nos gamètes, on va créer un être humain, on est tout puissant. Puis après, il va grandir. Est-ce que je vais l'empêcher de souffrir? Est-ce que je vais l'empêcher de mourir? Non. Je ferai mon possible pour ça, mais il y a un moment où je ne pourrai plus rien faire pour lui, parce qu'il sera dans sa propre existence. Je pense qu'il y a eu plusieurs essais. Je pense qu'il y a eu plusieurs essais d'humanité. Et pas simplement sur notre planète. Je pense qu'on est dans une phase où le principe humain, voulu par Dieu, a un coup à jouer. Si j'étais pas un homme de foi, je dirais c'est mort. Mais comme je suis un homme de foi, et comme je crois en l'amour divin, je crois que toute forme de création dans l'univers est le produit de l'amour. Je crois qu'en bon père, tout nous a été donné par le Père, par la Mère, par le principe divin. Tout nous a été donné par la puissance parentale qui a procédé à notre création. Et c'est à nous maintenant d'utiliser ces moyens, finalement pour revenir vers nos parents et en ayant réussi nos existences. Quand je te disais tout à l'heure, Dieu a créé l'humain pour que l'humain le crée, c'est ce que je pense. Je pense que notre civilisation a le pouvoir, si elle le désire, de réaliser ce que les autres n'ont pas su réaliser, c'est-à-dire assurer leur préservation, leur vie d'adulte, ayant quitté le giron familial, et à exister par elle-même, étant la création divine, mais sans en opposition d'une certaine manière, comme peut l'être l'enfant par rapport au père, en opposition avec la fatalité. Voilà. Le miracle de la vie, pour l'homme de foi que je suis, c'est de penser que la vie, par l'action humaine et le destin de la vie collective, c'est-à-dire le destin de l'humanité, peut être un antidestin, peut s'opposer à la fatalité. Et ça a été dit par d'autres que moi que l'art était l'antidestin. Pourquoi j'ai choisi l'art? C'est parce que l'art est l'antidestin, parce que l'art, c'est justement l'expression de ce que je raconte. C'est-à-dire, c'est faire en sorte que, à un moment donné, ce qui n'est pas, ce qui n'a jamais été, ce qui n'est pas une fatalité existentielle, puisse se produire, puisse être. Moi, je suis dans le monde du tout possible, comme les enfants. Et j'ai décidé de rester un enfant. Et de continuer à évoluer dans le monde du tout possible. Et dans le tout possible, c'est-à-dire dans ce qui aujourd'hui peut paraître impossible, moi je vois l'avenir de l'humanité. Voilà. Formidable. Eh bien, écoute, pour terminer, une petite question simple, parce que je suis curieux. À titre personnel, sur toi-même, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour ta santé, pour que ce soit mental, physique? Est-ce que tu pratiques du sport? Est-ce que tu as un mode alimentaire particulier? Qu'est-ce que tu fais sur toi-même? Je travaille avec sur mon corps, sur mon métabolisme avec des praticiens qui évoluent dans le monde de l'homéopathie, de ce qu'on appelle les compléments alimentaires, qui m'aident à gérer mon alimentation,
Et ça, je le fais avec beaucoup de soin. Je l'ai pas toujours fait dans ma vie, je le reconnais. Mais là, j'ai plus le choix. À 66 balais, si je continue à mal bouffer, je vais diminuer mon espérance de vie, donc mon espérance d'agir sur le monde. Parallèlement à ça, dans le temps, j'ai fait beaucoup de sports différents. Et aujourd'hui, le sport que je pratique, le seul que je pratique, c'est la marche. Ça, c'est ce que j'ai pratiqué toute ma vie. C'est la seule chose qui me reste finalement de ma vie d'avant, dans le domaine du soin que j'apporte à mon corps, c'est je marche. Je fais partie des gens comme les Bushman qui considèrent que l'humanité se transmet par le chant et par la marche. Donc, je chante, donc je suis. Je marche, donc je suis. Et voilà. Tous les jours, je vais marcher 10, 15, 20 kilomètres. Et pendant que je marche, j'écris dans ma tête. Tu composes des paroles et des chansons et des textes. Je compose des chansons, je compose des textes, je construis mes journées, je me restructure mon âme, je prie, je me transmets, je réfléchis et je me réfléchis. J'inspire, j'expire, je respire. Tu vis. Est-ce que tu as des projets qui vont aboutir, qui vont arriver là, 2025, 2026 ? Est-ce qu'il y a des choses croustillantes sur lesquelles il faut rester aux aguets ? Déjà, terminer ma croisade pour la libération définitive de Paul Watson, qui est en passe de se terminer. Publier aux éditions Talma, pardon, mon recueil de fables. Publier également en France ce livre qu'on ne peut se procurer en ce moment qu'en Belgique et qui s'intitule L'amour après l'amour. J'enregistre à l'heure actuelle un double album. J'ai pour projet aussi d'enregistrer le dernier disque de Léo Ferré, mon ami et mon maître Léo Ferré, qui est décédé avant de pouvoir l'enregistrer, mais ce disque est prêt. Il existe et avec Mathieu et toute sa famille, on a décidé de l'enregistrer. Qui était d'ailleurs le sujet qui avait déclenché un fou rire lorsque tu étais passé sur TPMP et qui avait choqué pas mal de monde. Hein. Oui. Le fait d'avoir cette situation très embarrassante, très gênante, très bizarre. C'était surtout triste pour l'animateur, voilà, de se comporter d'une manière aussi peu respectueuse pour son interlocuteur, je veux dire, et pour des principes fondamentaux comme la mort. Je veux dire, c'est rire de la mort. Quand tu fais ça, ça peut arriver, mais au moins excuse-toi. Ce qu'il a fini par faire d'ailleurs. Un peu tardivement, mais voilà. Quand une personne te présente ses excuses, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait faire et il faut lui pardonner. Voilà. Je lui ai pardonné. Et t'as vu beaucoup là, t'as vu là une énorme patience de garder ton calme, de garder ton sang-froid, que j'avais trouvé assez remarquable. Et, j'avais presque
eu de la difficulté à comprendre, comment t'avais pas quitté le plateau, comment t'avais réussi à rester dans cette situation. Et presque au moment où j'avais vu ces images circuler, c'était presque que je t'en voulais de ne pas avoir réagi. Tu vois? Pas de réponse, c'est une réponse. Pas de réaction, c'est une réaction. Et je pense que les personnes qui regardaient la télévision à ce moment-là étaient assez grandes pour réaliser à quel point cette personne se mettait elle-même plus bas que terre, quoi. Et ça sert à rien de mettre un coup de stabilo sur ce genre d'évidence. Il faut faire confiance aux êtres qui regardent la télé et surtout éviter que le barbare vous transforme en barbare. Je pense que quand quelqu'un se comporte aussi mal, ce qu'il est important de faire pour l'aider lui-même, je l'ai appris avec le temps, j'ai pas toujours eu cette sagesse, mais pour aider la personne qui se comporte mal à en prendre conscience, il faut déjà être capable envers elle d'avoir en soi de la compassion. Et je voyais ce pauvre garçon se mettre tellement minable que j'ai préféré avoir pour lui de la compassion, même en m'indignant, plutôt que du ressentiment. Le ressentiment, ça l'aurait pas amené à une prise de conscience. La compassion, la patience, en un mot l'amour, ça peut aider les vilains à se guérir de leur méchanceté et de leur bêtise. Ben chapeau, chapeau. Bon, écoute, est-ce que tu as un site web ou une page qui référence un peu les choses qui vont sortir, ton disque, les bouquins, quand ça sera disponible en France? Où c'est qu'on peut retrouver tout ça? I'm working on it, c'est-à-dire que je suis en train dans les choses que je suis en train de faire, je suis en train de réorganiser complètement tout mon système de réseau, en m'entourant de gens qui sont des spécialistes dans le domaine, ce qui n'est pas mon cas. Mais ce que je te promets, Jérôme, c'est que quand j'aurai atteint mon objectif, qui est la libération définitive de Paul Watson, quand j'aurai fini tout le travail que je suis en train de faire dans l'ombre pour ça, parce que il y a un moment où ces choses-là se passent dans l'ombre, où elles ne se passent pas. Je vais revenir dans la lumière pour faire ce que je n'ai pas fait depuis longtemps, dire ce que j'ai à dire sur le monde et faire ce que j'ai à faire. Et Bah écoute, voilà. T'en as dit pas mal déjà aujourd'hui, donc merci de m'avoir fait l'honneur de cette conversation, de cette acceptation d'invitation, d'avoir pu échanger. Et non, il y a eu des. Écoute, c'était. J'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai trouvé ça super. Ça permet aussi je pense qu'il y en a beaucoup qui te connaissent selon certains prismes, certaines apparitions. Ça va permettre à un grand nombre, j'espère, de découvrir un peu plus tes réflexions, tes idées, tes connaissances aussi anthropologiques. En tout cas, tu parles d'honneur. Tout l'honneur était pour moi. Ça m'a fait du bien de parler avec toi, pouvoir échanger comme ça, dans le respect mutuel de la pensée de l'autre. Et sinon, pour te dire le fond de ma pensée, ça me fait toujours plaisir quand je reçois de l'amour, mais ça ne m'atteint plus quand je reçois de la haine. J'ai développé en moi une capacité de compassion qui fait que, voilà, je n'ai que de la compassion pour les rageux et pour les apôtres de la haine. Il peut m'arriver encore de monter dans les tours et de m'indigner de manière peut-être moins sereine
que la conversation que nous avons. Mais c'est de l'indignation. C'est l'expression de l'indignation qui est saine. Ça peut être de la colère. C'est sain, la colère, quand on sait s'arrêter d'être en colère. Mais personne n'aura ma haine. Personne, jamais, n'aura ma haine. Ça, je ne ferai ce cadeau à personne. Surtout pas aux gens qui la suscitent. Voilà. Dernière chose, quel est le sujet vraiment où les gens se méprennent sur toi? Absolument. Il y a vraiment Alors, de quels gens parles-tu? Du public. Dans le public, il y a les gens qui me connaissent et les gens qui ne m'ont rencontré qu'à travers le on dit. Voilà. Et souvent des fake news. Les gens qui n'ont pas fait... Ou de 3 apparitions, ils t'ont vu sur un plateau, 5-10 minutes. Oui, et puis ils répètent ce qu'on dit dans les commentaires pour avoir le maximum d'amis. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne peux parler que de ma relation avec les gens qui me connaissent. Les gens qui ne me connaissent pas et qui parlent de moi à travers ce qu'ils entendent dire de moi sans vérifier, sans faire eux-mêmes un pas vers ce que je suis ou ce que je fais. J'ai avec eux le rapport que tout être public a avec le public dans le cadre de ce qu'on appelle la notoriété. C'est-à-dire, voilà, on est connu. Mais ce qui est drôle, c'est que être connu, c'est être une personne identifiable. Mais c'est pas parce qu'on est identifié qu'on est connu. Pour me connaître, il faut écouter mes chansons, il faut lire mes livres, il faut assister à mes conférences, il faut visionner des émissions comme celle que nous venons d'enregistrer ensemble. Mais la plupart des gens qui s'en prennent à moi, c'est par des effets de voilà, comment dire, de réseau, tu vois, qui répètent ce que l'homme qui a vu l'homme a répété. C'est du domaine du commérage, c'est du domaine de ce que décrit Victor Hugo dans ce poème qui s'appelle Le Mot. On entend quelqu'un dire un truc, on le répète, on le déforme. Ce qu'on a répété et déformé est entendu par quelqu'un qui va le répéter et le déformer. Et il y a comme ça une avalanche de répétitions. Et voilà. Et à travers ces répétitions, à chaque fois, c'est encore plus déformé. Et à l'arrivée, finalement, ça peut devenir le contraire du message original. Voilà. Ça, c'est le lot de tous les gens qui évoluent dans le monde de la notoriété. Donc, il n'y a aucune raison que j'échappe à la règle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la notoriété, parce que la notoriété, c'est le contraire d'une valeur. Tu prends n'importe quelle plante verte, tu la mets tous les jours devant des millions de personnes, elle va être célèbre. Mais c'est pas pour autant qu'elle va modifier la conscience du monde ou améliorer sa vie. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'échange avec les gens qui se sont intéressés à ce que je fais par eux-mêmes, qui se sont fait une opinion par eux-mêmes et qui, à ce moment-là, éprouvent le besoin de me rencontrer à travers mes œuvres, à travers mes actions aussi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est en train de s'absenter complètement du monde du paraître. C'est le monde des médias est très loin de ça. Et j'ai été frappé de voir des gens que je connaissais dans ce monde qui animaient des émissions de télévision et de radio devenir des larbins de cette organisation frauduleuse qu'on appelle aujourd'hui l'information et qui est juste là pour propager une propagande, quoi.
ces gens dont certains étaient mes amis, quoi, ou se prétendaient mes amis, avec qui j'ai vécu des aventures, voilà, comme on en vit avec des copains, et qui aujourd'hui se font les Torquemada de cette inquisition médiatique et me vouent au GN tout simplement pour avoir dit la vérité. J'espère que la vérité, parce que je l'ai dite la vérité, moi, contrairement à eux, quand elle va éclater en France, parce qu'elle éclate dans le reste du monde, elle va bientôt éclater en France, j'espère qu'ils seront capables de me présenter leurs excuses. Parce que ça serait honorable de leur part, mais ont-ils encore de l'honneur? S'ils me présentent leurs excuses, je les prendrai dans mes bras et je leur dirai c'est oublié. Sinon, on se retrouvera devant des tribunaux et ils devront répondre de leurs actes envers moi. Pour être certain de quoi on parle, est-ce que ça a à voir avec une certaine crise sanitaire, ce dont tu parles là précisément? Entre autres. Pas que. Ça a à voir avec toutes les positions que j'ai prises ces derniers temps. La position que j'ai prise contre cette injection létale, elle a été à l'origine de mon bannissement. Et aujourd'hui, ces gens-là, qui étaient mes amis, se sont rendus complices de cette censure et ils en ont été des acteurs prépondérants. C'est difficile à accepter. J'éprouve pour eux beaucoup de compassion, mais je pense que ces gens-là devront s'excuser, pas simplement vis-à-vis de moi. Moi, je ne suis rien dans tout ça. Mais vis-à-vis de tous les gens qu'ils ont poussé, malgré eux, à s'injecter un produit qui était mauvais pour leur santé, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont fait. C'est criminel ce qu'ils ont fait. Ils se sont fait l'écho d'une propagande. Ils ont mis au banc des gens qui disaient la vérité. Des gens comme moi, des gens comme Christian Perron, des gens comme le professeur Raoult, des gens comme Louis Fouché, Jean-Dominique Michel, Pierre Rader, Olivier Soulier, je veux dire, Martine Vonner. On a été injuriés, on a été traînés dans la boue, on a été persécutés. On a accepté on a accepté de prendre ça sur nous parce qu'on se battait pour une cause et pour sauver des gens. On a sauvé des vies. Tous les gens qu'on a dissuadés de s'injecter ce produit létal, on les a sauvés. Et en face de nous, on a des gens qui règnent sur le monde médiatique et qui nous ont traînés dans la boue, alors qu'à cause d'eux, des gens sont morts et qu'ils ont du sang sur les mains. Moi, je pense que je peux leur pardonner. Mais s'ils persistent et s'ils signent, c'est pas simplement par rapport à moi ou par rapport aux autres. Il faudra faire en sorte qu'ils répondent de leurs actes. Et ce jour-là viendra. Et ça fera partie de mes combats. Que ces gens-là fassent amende honorable ou soient condamnés pour leurs exactions. Merci Francis pour ton temps sur le podcast. Merci pour le tien. Et merci à tous ceux qui auront suivi ton podcast pour le temps qu'ils nous auront accordé. Merci à tous pour vos écoutes. On se retrouve la semaine prochaine dans un prochain épisode du podcast Biomécanique. Merci, faites pas trop les cons, prenez soin de vous. Tu ne fumeras point, très important. Tu fumeras point. Bye bye, à la semaine prochaine. Bye bye.